Mon but ce soir, c'est vraiment de vous inspirer, en tout cas j'espère, c'est un sacré challenge. En tout cas, vous montrer que c'est possible, montrer que monter une boîte à impact qui grossit et qui grandit, c'est possible et c'est surtout une super aventure. Donc je suis ravie d'être là ce soir. Donc pour vous parler un petit peu du début, de comment ça a commencé, je vais vous parler évidemment un petit peu de moi. Donc j'ai 26 ans, j'ai grandi entre Aix-en-Provence et Marseille et j'ai fait mes études dans une école d'ingénieurs généralistes avec cette idée que je crois que pas mal de jeunes ont de ne pas se fermer de porte. Donc c'est vraiment une bonne idée, hein. Ça m'a amené à faire des études assez longues et surtout à avoir des sujets hyper différents les uns des autres. Et je suis arrivée à la fin de peut-être ma 3e année d'école d'ingénieur où j'avais des possibilités de choix de spécialités aussi vastes que de l'aéronautique à l'environnement, en passant par l'informatique ou encore d'autres choses, de l'éco-bâtiment. Et je voulais toujours pas me fermer de porte, donc je suis partie à faire de la data. Et en fait, c'est dans cette spécialité-là où j'avais toujours pas de porte fermée, que je savais toujours pas en fait ce que je voulais vraiment faire. Pendant mes études de data, j'ai eu l'occasion de faire un stage aux États-Unis. Et en fait, là-bas, je me suis retrouvée dans une boîte de logiciels informatiques où il y avait beaucoup de monde. J'étais dans un super gros bâtiment, j'avais une voiture de fonction, j'avais un super manager indien qui parlait anglais, donc j'ai vachement bien appris l'anglais. Et c'était assez compliqué à comprendre, mais j'étais contente d'avoir eu cette expérience. Et en fait, ce manager-là, il m'a proposé de m'embaucher dans cette boîte, donc en fait à la suite de mon stage. Et en fait là, je me suis vraiment dit ah non, mais en fait là il y a un truc qui va pas, moi c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait, mais du coup j'étais un petit peu coincée, je savais pas trop en fait dans quelle position j'étais censée me mettre. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu une révélation, en tout cas avec Manon, donc une amie en fait de mon école. On était toutes les deux en stage aux États-Unis, donc on s'était dit ah ben cool, on va pouvoir se voir, faire des petits road trips ensemble, etc. Et on savait aussi surtout qu'en rentrant de ce stage aux États-Unis, on allait être en coloc à Montpellier. Et on s'est dit, bon bah ok, pour être en coloc, on aimerait bien avoir un système un petit peu différent pour faire nos courses, notamment nos courses alimentaires. Et justement, Manon était abonnée à une box, Imperfect Food, où en fait, toutes les semaines, elle recevait chez elle des produits anti-gaspi qui étaient livrés juste devant sa porte. Oui, aux États-Unis, ils livrent devant la porte. Tu arrives chez toi et tu as ton colis devant la porte. En tout cas, ce qui était pratique, c'est que tous ces produits, ils étaient en fait issus du gaspillage alimentaire et ils étaient finalement revalorisés et mangés par du coup des clients. Donc quand on a vu ça, on s'est dit mais super, on va s'abonner à la même chose à Montpellier. Donc en fait là j'étais en train de regarder du coup ce qui existait à Montpellier, puis je voyais que ça n'existait pas à Montpellier, puis que ça n'existait pas en France, et en fait je suis tombée un petit peu sur tous ces chiffres, donc tous ces chiffres qui sont vraiment pas ouf, hein, on va le dire. Le gaspillage alimentaire en France, on parle de 10 millions de tonnes de nourriture qui sont gâchées chaque année, et on parle surtout en fait de pas de système pour la fin de la chaîne de distribution, c'est-à-dire que on entend pas mal parler de Too Good To Go, de Phoenix, de la fin de la chaîne de distribution dans les cantines, les restaurants, les supermarchés, et c'est super, et vraiment il faut continuer d'en parler parce que c'est un réel problème. Mais la problématique qu'on a vue aussi, c'est qu'en fait il y a un problème au niveau de la chaîne, le maillon de la chaîne, puisqu'il y a plus de la moitié du gaspillage qui a lieu avant d'arriver dans un magasin. Et donc moi je tombe sur tous ces chiffres et je me dis mais c'est fou là, parce que du coup aux États-Unis ils ont ce système de Imperfect Food, et en fait nous en France si on veut essayer de valoriser ces produits, on fait comment? Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai reçu ce message, donc ce message de Manon qui, je crois que je le connais par cœur en fait à force de répéter, mais qui me dit en gros ouais meuf, j'ai vu, ça n'existe pas en France, est-ce que ça te dit de le créer? Et moi, ça faisait franchement même pas une semaine que mon manager m'avait proposé ce poste. Et je me suis dit, mais oui, en fait. En fait, c'est exactement ça que je veux faire. Je sais pas dans quoi on s'embarque. J'ai pas beaucoup de monde autour de moi qui ont créé des boîtes. Mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et peut-être pour vous remonter un petit peu à la racine et pourquoi je me suis dit, super, je vais aller sauver des produits du gaspillage.
En fait, ce qu'on a vu juste avant, c'est que les premières victimes du gaspillage alimentaire, c'est les fruits et légumes. Et en fait, les fruits et légumes, ça fait partie un petit peu de mon histoire parce que ma maman, elle a créé une AMAP, donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, quand j'étais petite. Donc j'ai un petit peu grandi en fait au milieu des cagettes et surtout à faire des paniers, donc des paniers de fruits et légumes de l'AMAP. Donc c'était vraiment le producteur qui vient et qui permet aux gens un peu de la région de venir récupérer leurs paniers. Donc finalement, moi, faire des paniers de fruits et légumes, qu'ils soient moches ou pas, c'était assez simple. Et du côté de Manon, ses grands-parents sont agriculteurs dans la Drôme, enfin étaient agriculteurs dans la Drôme. Et c'est vraiment les rois de l'anti-gaspi. Je pense que je ne connais pas de personne plus anti-gaspi que les grands-parents de Manon. C'est vraiment tout un autre sujet, mais peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. Donc, pour ce démarrage, en fait, ce 0 à 1, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que on est 2 étudiantes, il nous reste encore en fait 1 an de cours. On n'a pas vraiment de temps parce qu'on est en cours du coup toute la journée, mais en même temps on a cette envie, on a envie d'avancer sur ce projet. En plus il se trouve que c'était au plein moment du Covid, donc en fait on se retrouve un petit peu enfermées chacune de notre côté. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et bien à ce moment-là, en fait, on s'est renseigné et les petites recherches que j'avais faites sur le gaspillage alimentaire quelques mois avant, en fait, c'est devenu une vraie analyse de marché, de qu'est-ce qui existe en France, quels sont les acteurs qui sont sur le sujet. Ah, il n'y a personne qui fait de l'anti-gaspi pour les particuliers, mais il y en a qui le font pour les professionnels, pour essayer d'aller vendre des fruits et légumes moches au restaurant. Est-ce qu'on peut essayer de rencontrer des producteurs? Ok, tentons, allons faire des choses comme ça. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on s'est retrouvés à vendre du coup nos premiers paniers de fruits et légumes. Alors à l'époque on n'avait pas encore l'idée du nom, mais en tout cas anti-gaspi. On a quelques premières images là de ces premiers paniers, et comme vous pouvez le constater, le véhicule de livraison était très homologué et les préparateurs de commandes motivés, ça c'est sûr. En tout cas, moi si j'ai un sujet, un conseil à donner pour le lancement en fait du 0 à 1, c'est tester son projet, tester son idée. Je sais qu'on répète pas mal, on entend pas mal il faut pas parler de son idée, il faut en parler à personne pour pas qu'on te pique l'idée. Non mais il faut faire l'inverse en fait, il faut le dire à tout le monde, essayer de voir qui serait intéressé, qui serait prêt à acheter en fait concrètement votre produit. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire en vendant ces premiers paniers. Alors on voit pas, mais là on est à l'école, on est dans l'école, c'est-à-dire qu'on n'a pas de véhicule mis à part la voiture de notre pote Maxime. Et donc on demande aux producteurs de venir livrer à l'école. Nous on fait les paniers et ensuite on va livrer en voiture parce que c'était encore Covid, donc les gens n'avaient pas le droit de se déplacer. Enfin, quelques-uns ont fait des autorisations pour venir chercher leurs paniers chez nous. En tout cas, c'est un peu faire avec les moyens du bord pour tester et voir si concrètement il n'y a pas des gens qui ont envie d'acheter au-delà de juste « Ah ouais, c'est cool ton projet, ouais, je te soutiens à fond. » Voilà. Donc, lancer le projet, c'est vraiment... j'ai une petite image pour vous montrer un peu ce que c'est des fruits et légumes anti-gaspi. Donc ça va être trop gros, trop petit, pas la bonne couleur. Et là, on a démarré avec les premières victimes du gaspillage alimentaire qui sont les fruits et légumes. Mais en fait, petit à petit, notamment durant cette année 2024 et surtout pendant l'année 2025, on s'attaque à tout le reste en fait, de l'alimentaire qui est aussi victime du gaspillage pour des histoires de packaging abîmé, de dates, de DDM qui sont trop proches parce que 8 mois, en fait, c'est un peu trop proche pour un magasin. Donc voilà, tout ça, ça représente une sacrée somme et nous, notre ambition, au-delà de tester de faire ces petits paniers à l'école, c'est d'aller chercher en fait 1 million de tonnes de nourriture du gaspillage, d'aller les sauver pour qu'elles puissent être valorisées et mangées. Ce que j'ai pas dit aussi dans la partie un petit peu infographie sur le gaspillage alimentaire, c'est que en fait c'est de la ressource qui est perdue. C'est de la ressource qui est perdue pour les producteurs, puisqu'ils ont mis la même énergie à cultiver ces fruits et légumes que les autres, comme les industriels qui vont avoir le même problème avec d'autres produits. C'est de la perte de ressources du coup aussi économique pour eux, au-delà de l'énergie qui a été mise pour faire produire le produit. Et c'est aussi de la
de la perte pour nous tous en fait, parce qu'on habite tous sur la même planète. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est un petit peu dans une urgence climatique, petit euphémisme. Du coup, cette ressource, on en a besoin en fait. On en a besoin et on veut surtout pas qu'elle soit gaspillée, et on veut absolument qu'elle soit valorisée et qu'elle soit mangée. Moi en plus c'est un truc que j'aime bien faire, manger. Donc pour revenir un petit peu à notre passage de 0 à 1, avant de créer la boîte, on a donc vendu des paniers. Oui, c'est illégal, mais au bout d'un moment, quand tu veux créer une boîte, tu n'as peut-être pas 800 € à mettre dans un truc où tu ne sais pas où ça va te mener. Donc en fait, personne ne va venir te regarder parce que tu as vendu des fruits et légumes pour 800 €, quoi. Et en plus, le truc cool, c'est que les 800 € qu'on avait gagnés en vendant ces premiers fruits et légumes, en fait, on a pu les mettre dans la création de la boîte. Et ça, c'était génial parce que nous, avec Manon, on n'avait pas un sou, on était étudiantes, on n'avait pas d'autre job que nos cours la journée et Pimp Up en parallèle dans les interclasses et le soir et le week-end. Donc le fait de créer l'entreprise et de se dire ok super, on a validé qu'il y a des clients, des gens qui sont prêts à acheter, maintenant on peut créer la boîte et commencer à avancer et faire ça de manière un peu plus professionnelle. Et ça a été super chouette parce que notre école, qui n'avait pas connu énormément d'entrepreneurs, ou en tout cas d'étudiants entrepreneurs, a accepté qu'on échange notre stage de fin d'études contre la création de la boîte. Donc ça a été un super stage de fin d'études dans lequel je suis toujours, 4 ans plus tard. Et ce qui nous a bien aidé aussi, et ce que je recommande vraiment fortement à tous les gens qui ont envie de créer une boîte, c'est de se faire accompagner. Il y a beaucoup de logos sur cette slide et il y en a encore que j'ai pas mis. J'ai vraiment mis les principaux, ceux qui nous ont accompagnés et qui nous ont, je pense, donné le plus de valeur. Ce que je conseille si vous êtes encore étudiant, c'est le réseau Pépites. Donc ça, c'est vraiment spécial pour les étudiants entrepreneurs. D'ailleurs, il existe un statut, c'est le SNEE, donc Statut national de l'étudiant entrepreneur, qui permet notamment à votre école de reconnaître que vous êtes entrepreneur et donc potentiellement de faire des aménagements de planning, ce genre de choses. Vous reconnaissez certainement le logo de la métropole, parce que du coup toutes les métropoles ont des incubateurs, ou quasiment toutes, et on a la chance à Montpellier d'avoir un super incubateur de la métropole qui s'appelle le BIC. Donc moi je recommande fortement, ils nous ont beaucoup aidés, notamment dans tout ce qui est réseau de la région, mais aussi subventions régionales, de tout ce qui peut exister, et donc plus globalement sur la recherche de financement, un petit peu cadré, notamment la levée de fonds, on pourra y revenir. Aussi, je vous conseille, quand vous démarrez, parce que souvent, même si on a des premiers clients qui achètent un petit peu nos premiers prototypes et premiers POC, on a quand même des besoins en financement. Pas forcément pour se payer soi, même si ça serait un petit peu le Graal, mais notamment pour payer les outils dont Amandine parlait tout à l'heure, et peut-être le premier employé, alors qui en général est souvent un alternant ou un stagiaire. Moi j'ai un très bon souvenir de notre première alternante, Élise, qui est restée encore pendant au moins 2 ans après ses premiers jours chez nous. Et du coup, pour ces recherches de financement, il existe beaucoup de possibilités. Il existe beaucoup de financements qui sont allés chercher avec en montant des dossiers, mais aussi en gagnant des concours. Et ça, au-delà du fait que c'est un petit peu chiant quelquefois de faire le dossier, souvent vous pouvez réutiliser le dossier pour plusieurs concours, et en plus ça va vous faire rencontrer d'autres entrepreneurs qui traversent certainement les mêmes aléas que vous, et avec lesquels vous pourrez échanger un petit peu sur les bonnes pratiques, ou en tout cas les erreurs que vous avez faites. Et ça, c'est un vrai point aussi du début, c'est oser parler aux entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose d'assez... il faut un petit peu se lancer au début, on ne sait pas trop par quel bout prendre le truc. Alors évidemment, il y a les méga entrepreneurs qui sont suivis par des milliers de personnes qui sont plus ou moins accessibles, mais en fait il y en a plein qui sont juste super accessibles et super contents de vous aider. On a eu des super échanges avec des fondateurs de boîtes qui avaient déjà 3, 4, 5 ans, pas forcément exactement sur le même créneau que nous, mais nous on a beaucoup parlé avec des entrepreneurs de la food tech par exemple, mais voilà, vous pouvez échanger avec des entrepreneurs pour notamment comprendre un peu comment eux ils sont passés de 0 à 1, qu'est-ce qui les a bloqués, est-ce que vous pouvez ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'eux. Et franchement, on a été agréablement surprise de se rendre compte qu'ils étaient très riches en conseils et
en fait, même si quelque part il y a peut-être un endroit où on est un petit peu concurrent, en fait ils ont surtout envie que ça avance et que tu réussisses et que tu réussisses à mener ton projet à bien. Et de toute façon, pour en revenir sur l'idée, c'est pas une bonne idée, c'est une bonne idée et surtout une bonne personne qui va être capable de mener le projet à bien. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de se dire que c'est pas parce que l'idée est bonne que ça va marcher tout seul, ou c'est pas parce que votre idée elle est pourrie, que tout le monde vous dit que c'est nul, que vous n'allez pas y arriver non plus. Je vous ai mis dans cette slide une première web app et back office parce que j'ai une petite anecdote et une erreur que nous on a faite, donc peut-être que pour que vous évitiez de la faire à votre tour. On avait donc besoin de faire un site internet et malgré nos qualités d'ingénieur data, on n'avait pas fait de site internet et du coup on avait surtout besoin que quelqu'un d'autre en fasse un pour nous. Donc c'était nos premières économies et nos premiers concours gagnés qui ont été mis dans le financement d'une web app. Donc on a voulu travailler donc avec quelqu'un en freelance. On a trouvé un freelance sur Malte, une plateforme pour trouver des freelances que je recommande d'ailleurs. Et on a choisi la version économique et c'est ça l'erreur principale. Parce que du coup, la version économique, c'est quelqu'un qui ne savait pas en fait faire de site internet et qui nous a dit « Mais ne vous inquiétez pas, avec votre projet, je vais apprendre à le faire. Donc je vous le fais super pas cher, mais ça peut marcher. » Voilà, donc c'est notre apprentissage. Ne choisissez pas la version économique. Alors il y a toujours un pléthore de budget et de devis, mais voilà, en général, sans surprise, la version la moins chère n'est pas la meilleure, quoi. Voilà. Pourquoi lever des fonds? Ah oui, parce que c'était le titre dans cette conférence. Pourquoi lever des fonds? Déjà, lever des fonds, qu'est-ce que ça veut dire? Lever des fonds, ça veut dire récupérer de l'argent pour faire développer l'entreprise. Et souvent, quand on entend parler de levée de fonds, c'est souvent de l'equity, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui vont rentrer dans le capital de la société, des investisseurs, et qui vont donc parfois avoir leur mot à dire sur les décisions de la boîte et surtout, en cas de vente de la société, récupérer, ils espèrent en tout cas, un pourcentage supérieur à 100 de la mise qu'ils ont mise au départ dans la société. C'est un moyen un petit peu aussi de gagner des sous en tant qu'investisseur. Et pour la boîte, c'est un moyen de récolter des fonds pour pouvoir financer tout un tas de projets et surtout combler un besoin en financement qui a été bien défini. Et ça sera d'ailleurs mon premier conseil sur la levée de fonds, c'est définissez précisément de combien est-ce que vous avez besoin, parce que aucun investisseur, aucune banque ne viendra compléter un besoin en financement qui est flou et dans lequel vous ne savez pas vous-même ce que vous allez faire avec. Donc c'est vraiment nécessaire d'avoir un budget bien cadré et de savoir où on va avec cet argent. Et la première question à se poser, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on a besoin de lever des fonds? C'est vrai que ça fait un petit peu stylé d'avoir des investisseurs et de se dire qu'on partage la boîte avec d'autres personnes et de dire qu'on a levé des millions d'euros. Mais la meilleure levée de fonds, c'est celle qui n'existe pas. Si vous n'avez pas besoin de levée de fonds, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'argent, ça veut dire que vous êtes autofinancé, vous êtes tout seul à prendre vos décisions, personne pour vous dire ce que vous êtes censé faire. Et clairement, c'est que votre boîte va bien et qu'elle est rentable. Donc vraiment, bravo. Donc nous, on s'est un petit peu posé la question parce que finalement, il existe des services de paniers de fruits et légumes qui sont livrés souvent de manière régionale, locale, voire même d'un point de vue des quartiers. Et nous, avec Manon, on savait en lançant la boîte qu'on voulait faire une start-up, qu'on voulait partager une petite part d'un gros gâteau plutôt que d'avoir un minus gâteau à deux. Donc on voulait une équipe, on voulait être présent partout et surtout on voulait avoir de l'impact. On a dès le départ défini cette mission d'aller chercher et d'aller sauver 1 million de tonnes de nourriture du gaspillage. C'est toujours une mission qui nous anime aujourd'hui et malheureusement, le million de tonnes, il est encore loin, même 4 ans plus tard. On a estimé si
Donc là, pour vous donner un ordre de grandeur, on a sauvé à peu près 500 tonnes de nourriture depuis le début de Pimp Up en 2021. Et on a calculé que si on double la quantité sauvée tous les ans, donc l'année dernière, on a sauvé à peu près 280 tonnes. Donc voilà, on double cette somme tous les ans, on arriverait au million à peu près en 2035. Voilà, donc j'espère que l'urgence climatique... voilà, ce sera pas plus rapide que ça, du coup, puisqu'on n'a pas trop le choix. En tout cas, pourquoi on a levé des fonds ? Justement, pour cette urgence climatique. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, sauver ces produits du gaspillage, c'est surtout préserver nos ressources, pouvoir nourrir plus de monde sans produire plus. Donc en fait, on n'a pas vraiment le temps d'attendre que les choses se fassent toutes seules, on a besoin d'agir, on a besoin d'avoir un impact. Et c'est aussi ça où, quand je vous disais que pour moi c'était ce que je voulais faire, c'était avoir de l'impact, et c'est cette motivation éco-responsable et d'avoir un métier qui a du sens et de créer quelque chose qui a beaucoup d'impact qui était ma motivation première dans la création de Pimp Up. Donc, comment on fait quand on n'est pas à Paris ? Parce qu'effectivement, vous l'avez peut-être vu dans la slide des incubateurs, on a été accompagné par Station F, et Station F, c'est le plus gros incubateur européen, mais c'est surtout à Paris. Donc comment on fait ? Puisque nous, on est à Montpellier, et on a le soleil, mais apparemment pas les business angels. Donc, on y va. C'est une première solution, c'est franchement pas très loin, surtout en train. Ici on est vraiment juste à côté de la gare en plus, mais aller à Paris c'est vraiment pas si compliqué, c'est juste prendre un billet. On peut même vraiment, si c'est trop galère, faire l'aller-retour sur la journée. Donc ça c'est un peu la méthode de repli, mais franchement moi ce que j'ai à vous dire aussi, c'est qu'il existe plein d'events, plein de business angels, d'investisseurs. Donc business angel c'est un autre mot pour dire investisseurs plus particuliers, qui sont pas à Paris, et il y en a plein qui sont à Montpellier. Il existe plusieurs réseaux, et ils ont des moyens de financement déjà assez gros, en tout cas surtout si vous démarrez. Donc voilà, pas besoin de spécifiquement aller à Paris, même si souvent vous allez rencontrer aussi des business angels ou des fonds d'investissement qui seront eux basés à Paris. En fait, c'est souvent des gens qui ont pas beaucoup de temps, un peu comme vous, et du coup qui vont aimer la visio. Donc c'est ça qui est cool aussi avec la visio, c'est qu'on peut la faire de partout. Et peut-être, je ne vais pas rentrer dans le détail de quelles sont les différentes levées de fonds, mais juste pour vous donner la petite expérience qu'on a eue nous, on a fait un crowdfunding. Donc on a permis en fait à des particuliers de financer le tout début de la boîte. Donc c'est peut-être que vous avez déjà vu passer des crowdfunding. Souvent on vous propose de donner 10 ou 20 euros, et puis on vous envoie un t-shirt ou un jeu de cartes en plus du produit qui est vendu. Donc ça c'est chouette, parce que souvent c'est les amis, la famille, les gens qui ont entendu parler du projet qui soutiennent et qui ont envie, voilà, que vous réussissiez dans votre projet. Ça c'est super pour le démarrage, ça vous permet d'avoir quelques financements. Et ensuite on a fait donc plusieurs prêts aux banques qui sont, il faut vraiment cibler les banques innovation, enfin les branches innovation des banques. On en a des super à Montpellier qui accompagnent volontiers les jeunes startups. Et on a fait plus récemment, l'année dernière, un crowd equity. Donc on a pu en fait proposer aux particuliers, notamment à nos clients, de devenir investisseurs de la boîte. Donc ça, il existe plusieurs plateformes. C'est vrai que c'est sympa aussi en tant que boîte de savoir que nos investisseurs sont nos clients, parce que ça veut dire qu'ils sont déjà convaincus par ce qu'on fait. Donc a priori, ils vont être d'accord avec nos décisions prochaines. Et après sur la levée de fonds, nous sur l'expérience qu'on en a, on a closé une levée de fonds d'1,7 million l'année dernière en 2024. Et il y a un vrai sujet sur pourquoi l'investisseur a misé sur nous plutôt que quelqu'un d'autre. Et ça, je rejoins Amandine qui disait que le SEO, en fait, c'est de l'humain et que c'est les gens qui lisent le contenu. L'invest, c'est aussi de l'humain, c'est l'investisseur, c'est un humain, et il va être touché, par les chiffres qui sont une porte d'entrée parce que vos chiffres sont beaux, et du coup il va se dire cette boîte j'ai peut-être envie de la rencontrer. Mais en fait là où il va se dire
j'investis ou j'investis pas. Ça va être principalement de l'accroche, du feeling, de en fait, est-ce qu'il croit en vous en tant que personne? Est-ce qu'en tant que personne, il se dit ah bah je vais pouvoir facilement parler avec elle, avec lui? Ou est-ce qu'en fait il se dit on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à communiquer, je comprends pas quand elle parle, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment envie de dire, voilà, si vous êtes en face d'investisseurs, soyez vous-même. C'est un petit peu du dating aussi, hein, c'est vraiment ne pas essayer de se travestir et plutôt être vrai, parce que quand vous allez traverser après des phases peut-être plus difficiles, vous serez content d'avoir quelqu'un qui vous comprend et qui peut vous aiguiller. Donc Pimpup, ça a démarré en 2021. Donc en 2021, on était 2 avec Manon et à la fin de l'année, on était 3 avec donc Élise. On a rapidement été du coup 5 et aujourd'hui, on est 14. Donc c'est une belle avancée et en fait, surtout moi, je me suis clairement pris une claque en fait parce que j'avais pas du tout anticipé que ça allait me plaire autant. Quand j'ai démarré Pimpup, je vous ai dit, j'étais vraiment là pour l'impact, pour la partie éco-responsable, la partie j'ai un métier qui a du sens, j'ai envie d'aller sauver ces produits du gaspillage alimentaire. Ça me faisait revenir un petit peu au moment où j'étais petite et que je faisais des paniers pour les adhérents de la MAP de ma maman. Et en fait, aujourd'hui, la raison pour laquelle je me lève tous les matins, c'est l'équipe. C'est l'équipe parce qu'en fait, il y a un espèce de super pouvoir, un truc vraiment magique qu'on a en tant que fondateur. C'est que c'est nous qui donnons la direction de la boîte. Donc, vous avez compris, la direction de la boîte, c'est d'aller chercher 1 million de tonnes de nourriture du gaspillage. Et on ne va pas le faire à 2, on ne va pas le faire tout seul. Et donc, le super pouvoir qu'on a, c'est qu'on peut donner à chacun le travail qu'il rêve d'avoir. Donc ça se fait à travers le recrutement, pour recruter des gens qui ont vraiment envie d'être là et qui ont vraiment envie d'aller chercher cette mission qui est celle de Pimpup. Mais aussi au fur et à mesure, quand la personne fait partie de la boîte, comme on grossit au fur et à mesure, en fait, on peut affiner son poste là où la personne est la meilleure, mais aussi là où ça lui plaît le plus. En fait, elle, dans quelle direction est-ce qu'elle a envie d'aller? Est-ce qu'elle a plutôt envie de rester à son bureau et avoir des collègues qu'elle voit tous les jours? Est-ce qu'elle a envie d'aller sur le terrain? Est-ce qu'en fait, elle aimerait avoir quelqu'un pour déléguer cette partie-là? Ou parce qu'elle veut rester absolument garder son expertise? On a notamment notre responsable produit donc, qui s'occupe de toute la technique chez Pimpup, donc le site internet et le back-office qui nous permet de gérer les commandes, qui a surtout une envie de rester dans son expertise, alors que nous on était plutôt partis à faire peut-être une erreur que d'autres boîtes ont faite, c'est-à-dire mais il y a quelqu'un qui est super bon dans ce qu'elle fait, du coup on va la passer manager, donc elle va plus faire ce qu'elle fait, elle va manager des gens. Donc là c'était super chouette d'avoir cette conversation avec elle parce qu'elle a pu justement nous dire qu'elle avait envie de garder cet aspect technique, ce qui l'empêche pas de faire un petit peu de management à côté, mais ce qui lui évite de lâcher complètement de tout ce qu'elle a envie d'avoir, tout ce qu'elle a envie de faire tous les jours. Dans cette équipe, il y a aussi le fait que chacun est différent, chacun a ses façons de voir les choses. Et moi, dans toute la partie recrutement, ce qui me marque le plus, c'est justement à quel point les gens sont différents. Ok, super, j'ai envie d'avoir une équipe avec justement des gens différents entre eux pour qu'ils puissent s'enrichir les uns les autres. Mais du coup, comment on fait pour en fait, avoir une cohésion d'équipe, une ambiance dans l'équipe? Parce que finalement, si tout le monde vient au bureau, mais en fait n'a rien à partager et ne se parle pas, c'est assez difficile de motiver l'équipe dans sa globalité. Le vrai point, c'est le savoir-être. Ça, c'est sûr que ça doit être commun à tous les membres d'une équipe. Alors, comment on vérifie le savoir-être? Est-ce que la personne, elle a bien dit bonjour? Est-ce que la personne, elle s'excuse si elle coupe la parole ou si elle arrive en retard? Il y a un petit peu des petits signaux comme ça qui sont visibles dès les premiers entretiens, qui sont vraiment importants en fait et qui en fait vous permettent de donner un petit aperçu sur la suite du recrutement au sein de l'entreprise.
Notre équipe, elle a aussi une particularité, parce que du coup, je vous en ai pas parlé, mais Pimp Up a démarré à Montpellier, mais assez rapidement, on a ouvert à Toulouse et l'année dernière à Marseille. Et aujourd'hui, on est une équipe qui est en fait dispatchée sur ces 3 villes. Donc, c'est pas forcément très intuitif, ou en tout cas, moi, quand j'en ai parlé à mes grands-parents, ils étaient là en mode, mais comment tu vas faire pour avoir des collaborateurs dans une autre ville ? Et ben en fait, ça marche très bien. Ça marche très bien, on a des visios. Effectivement, je peux pas vérifier qu'ils sont bien au bureau à 9h, mais c'est pas un problème. Me dire que je suis pas en train de vérifier de ce genre de choses et que je fais autre chose. Le fait aussi qu'ils aient chacun du coup la liberté de pouvoir un peu organiser leur emploi du temps comme ils le souhaitent. Alors bien sûr, il faut être aux réunions, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler quand même. Et ça permet du coup quand même à chacun de, s'il a besoin d'aller récupérer un colis avant 17h, et ben peut-être de s'organiser comme il veut pour arriver plus tôt, pour bosser après avoir récupéré son colis, peut-être de chez lui. Ça permet aussi, quand on a une équipe dispatchée sur plusieurs villes, d'adopter, alors en tout cas nous, c'est la méthode qu'on a adoptée dès le début et qui nous est chère, c'est la culture de l'écrit. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises, tout ce qui est en fait acté et les projets sur lesquels on avance, tout ça c'est noté et surtout c'est partagé à toute l'équipe, tout le monde a accès à tous les projets, tout le monde peut savoir quelle est la deadline de n'importe quel projet et du coup il n'y a pas besoin d'aller se demander tu peux me dire quand est-ce qu'il faut rendre ce truc ou quand est-ce que c'est l'ouverture de telle ville, parce qu'en fait on le sait puisque tout est sur notre outil partagé. Alors on jump sur la partie des ressources, donc cet outil partagé sur lequel nous il y a tous nos documents et qui nous a servi franchement, alors pas dès le début de Pimp Up parce que justement on avait un espèce d'équivalent américain à la base, mais c'est Notion, je sais pas si vous connaissez déjà cet outil, mais qui est vraiment super puissant. Ça peut quelquefois faire un petit peu peur au tout début parce qu'on se retrouve devant une espèce de page blanche où on est censé nous-mêmes mettre un titre alors que on sait pas mettre des titres, mais en fait ça devient assez rapidement très intuitif et enfin moi perso je l'utilise même maintenant pour mes contenus perso de vacances ou quand j'ai des trucs avec des potes justement, ça permet de partager facilement des pages. En fait vous avez même des pages qui deviennent des sites internet automatiquement. Alors personnellement je n'ai pas utilisé cette fonctionnalité, mais je sais que c'est possible. En tout cas c'est un outil hyper puissant et je sais que pour les boîtes qui se lancent, en tout cas nous on en a bénéficié, vous avez un certain nombre de crédits gratuits et je pense que ça nous a bien duré pendant 1 an, on n'a rien payé du tout, donc c'est quand même vraiment un super outil que moi je recommande énormément pour tous les projets. Dans les autres ressources, donc tout à l'heure je vous parlais de parler avec des entrepreneurs. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà parlé et vos questions ont déjà été posées à travers des podcasts. Et moi, je suis une ultra grosse consommatrice de podcasts, j'adore ça. Donc, je sais que c'est pas forcément le trip de tout le monde, mais c'est en fait, en gros, la partie audio de certaines vidéos YouTube. D'ailleurs, il y a beaucoup de podcasts qui sont aussi des vidéos YouTube. Il y a déjà énormément de contenu, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont partagé leur expérience à travers des ressources comme sur des podcasts. J'en ai plusieurs à vous recommander, donc n'hésitez pas à me contacter pour que je vous les partage. Mais il y en a un des plus connus qui est Génération Do It Yourself, où d'ailleurs un entrepreneur qui est devenu lui-même entrepreneur dans ce podcast et intervieweur pour interviewer des entrepreneurs et pas que. Et en fait c'est aussi ça dans les ressources. Moi, ce que je vous conseille c'est en fait allez lire, renseignez-vous. Amandine tout à l'heure elle nous disait qu'elle avait passé des jours et des nuits à lire du contenu sur du SEO. En fait quelquefois ça paraît pas être exactement dans la cible sur laquelle on est en train de travailler, mais en fait ça y ressemble et surtout votre imaginaire il travaille pendant que vous lisez, que vous écoutez, votre cerveau il travaille, votre inconscient il travaille et vous allez avoir des nouvelles idées qui vont un petit peu popper de nulle part. C'est un petit peu la même idée que créer sa chance, c'est-à-dire que en fait vous allez avoir la chance d'avoir eu une super idée, mais en fait cette super idée vous l'avez eue parce que vous êtes au contact de différents blogs, newsletters, podcasts, livres qui vous inspirent tous les jours et c'est pour ça que vous allez avoir de la chance dans les ressources. Que j'ai envie de faire entre notre expérience du coup aux États-Unis et l'organisation actuelle qu'on a chez Pimp Up, parce que du coup avec Manon, vous avez capté, on a fait un stage aux États-Unis
Et ensuite, on a créé Pimp-Up. Donc concrètement, on n'a jamais travaillé dans une entreprise française. Donc en fait, notre organisation, on l'a fait principalement par logique. Et franchement, je trouve que c'est un super point et ça nous a évité de faire pas mal de zigzag parce qu'on allait tout de suite straight to the point à l'endroit où on voulait aller avec les gens dont on avait besoin et surtout avec en fait un petit peu un œil neuf alors qui était certainement assez naïf quand on a démarré Pimp-Up mais qui nous a permis d'avancer en fait sans trop se poser de questions, sans se dire ah mais il faut faire comme ça, ah non mais ça se fait pas, etc. Et juste d'avancer avec ce dont on avait besoin. Donc ça c'est aussi une bonne piste. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques clés et en tout cas merci à tous pour votre écoute, vous avez été très sages. Ok. Merci tout le monde. Je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on prenne, pas trop de temps non plus, mais si vous avez envie qu'on prenne 5 minutes, 10 minutes, pourquoi pas 15, pour un petit moment d'échange, tout simplement questions-réponses. Simplement entre nous, c'est avec plaisir du coup. Si tu as envie de répondre à quelques questions, je voyais qu'il restait potentiellement de la matière un petit peu à aller chercher. Amandine, si tu as également envie de faire un petit peu petite question, session-réponse, tu es la bienvenue pour nous rejoindre et on va prendre quelques questions. On répétera vos questions dans le micro pour que tout le monde puisse les entendre tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez appris 2-3 trucs intéressants et que ça vous a également donné envie de faire des choses. L'un des points clés qui était abordé, c'était l'exposition un petit peu à l'ambition aussi. À quel point simplement parler d'entrepreneuriat entre personnes, ça peut aider à donner des idées et donner envie de se lancer. Du coup, on va prendre avec plaisir un petit peu de temps pour répondre à quelques-unes de vos questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Théo Sidjar, je suis co-dirigeant d'une société d'investissement en start-up et accélérateur qui s'appelle Level 96. On accompagne 400 startups par an, pas tout de suite, mais d'ici 2-3 ans, donnez-moi juste le temps de bien démarrer. Et on les accompagne du coup à chercher des clients avec les dents, même lorsqu'ils n'ont pas de budget du tout. Donc c'était un petit peu le thème de ce soir, la débrouille. Et on les accompagne avec un programme qui est gratuit mais sur sélection et en échange on prend une fraction de la société, 3%. Et on leur permet d'être en position de force pour derrière aller lever des fonds et on est en train d'accompagner notre promotion numéro 2 appelée Hiver 2025 qui se lance avec nous en ce moment même. Voilà, merci pour votre attention, on va prendre vos questions. Je regarde, il y a des gens qui ont des questions. Je pense que tu vas devoir passer le micro. Wow. Alors, j'ai vu dans cet ordre-là, donc on va faire de droite à gauche. Monsieur. Oui, juste petite question pour Pimp-Up. Comment on fait pour maintenir de la qualité quand on est sur de la croissance comme ça sur différentes villes? Comment on fait pour conserver la qualité d'exécution lorsqu'on est en train de multiplier les villes? Ouais, merci pour la question. Effectivement, on parle souvent de culture de boîte. Donc la culture de la boîte, il y a plein de définitions différentes. Moi, celle que j'aime bien, c'est de dire qu'elle est faite de toutes les personnes qui constituent la boîte. Et effectivement, je pense que la qualité, que ce soit la qualité d'exécution, la qualité des produits, la qualité du service, elle passe particulièrement en fait par l'intention qu'on y met. Et en fait, recruter des gens qui ont envie de faire de la qualité, c'est certainement la réponse principale à cette question. Après, je ne sais pas si d'un point de vue qualité, tu entendais qualité de travail ou qualité plutôt des produits. L'ensemble, que ce soit au niveau des équipes, que ce soit au niveau du service, que ce soit en fait, du respect de cette vision. Sachant que tu vois, dans la phase de recrutement, des fois ça va très vite, surtout quand tu es dans une phase de croissance comme la tienne. Donc comment tu fais pour réussir à recruter les bons profils et avoir entre guillemets la garantie, tu vois, que tu vas réussir à transmettre cette culture de la manière la plus optimale possible? Ok, donc effectivement garder la qualité quand on fait de la croissance,
aussi bien du coup d'un point de vue recrutement que qualité d'exécution. Effectivement, sur ça, il y a beaucoup l'histoire des process. Nous, on aime beaucoup les process chez Bimpump, même si on essaye de pas trop les aimer parce que ça peut aussi être un gouffre de processisation. Il y a les process, ils permettent justement de pas sauter des petites étapes qui ont l'air de rien et peut-être pas si importantes que ça, mais effectivement quand on fait de la croissance, les petits détails sont super importants et notamment super important d'être conservés. Donc nous on aime beaucoup les process de recrutement, aussi les process d'onboarding, le fait que la personne elle arrive dans une nouvelle boîte, c'est aussi hyper important que quand elle arrive, en fait elle soit plongée dans la culture de la boîte, mais aussi qu'elle se sente pas larguée sous la vague peut-être d'informations qu'elle peut récupérer. Sur ça, nous, on aime bien associer des buddies, donc en fait associer une personne qui est déjà dans la boîte à cette nouvelle arrivante et du coup cette personne va aussi être là pour justement pouvoir répondre à ses premières questions, peut-être la première fois lui montrer la petite visite du lieu et pouvoir répondre à ses questions sur le fonctionnement de la boîte et où est-ce que cette personne peut trouver les infos, mais aussi c'est aussi une personne qui peut lui dire ah bah voilà telle qualité de tel process, c'est important de le faire, ce genre de choses, peut-être que bah voilà, à cet endroit ce serait pertinent que tu fasses comme ça. Et peut-être ça me fait rebondir aussi sur la partie du feedback. Tout à l'heure je vous parlais de la culture de l'écrit qu'on a mis en place chez Bimpump. On a aussi une culture du feedback où en fait tous les gens qui sont ici avec nous en train de travailler, en fait ils sont là pour s'améliorer, pour progresser, et en fait on n'aime pas trop nous en tant que Français, mais la meilleure façon de progresser c'est quand même de se planter, et encore faut-il que quelqu'un nous dise qu'on s'est planté, et du coup le feedback il permet ça, donc c'est toujours évidemment en toute bienveillance. Moi si j'ai une petite méthode à respecter pour pouvoir donner et recevoir des feedbacks, c'est la méthode utilisée chez Netflix qui est le principe des 4 A, donc voilà, je vous laisserai aller voir ça. Je vais permettre de compléter. Si je peux me permettre de compléter ta question, parce que du coup moi j'ai fait beaucoup de recrutement, que ce soit chez Volexi, que ce soit pour ma propre agence. Et s'il y a bien un critère que j'ai vu en commun dans toutes les boîtes qui fait tenir et la qualité, mais pas que la qualité de ce que tu produis, mais aussi de ta culture d'entreprise, est-ce que les gens sont à fond dedans ou pas, c'est vraiment ce qu'on appelle donc le why, le pourquoi. Et quand ton pourquoi il est clair et que tu arrives à le diffuser à ton équipe, tout le monde va suivre. En général, le pourquoi, c'est par exemple pour moi le SEO sans migraine. C'est quoi mon why? C'est que j'en ai tellement ma claque qu'on me raconte que le SEO il était compliqué que je veux que le SEO soit simple pour n'importe qui. Et à partir du moment où le why il a été compris aussi par mon équipe et qu'ils comprennent pourquoi je fais ça, pourquoi je prends telle décision, pourquoi est-ce que je veux faire telle conférence, pourquoi est-ce que je prends le temps de publier sur LinkedIn, et qu'ils partagent mon why. Donc dans le recrutement, il faut aussi capter tout de suite, est-ce que la personne elle va partager ce why-là, est-ce que ça l'anime elle aussi, ou est-ce qu'elle en a rien à foutre. Et si elle en a rien à foutre, il y a des gens très bons indicateurs que ça n'a pas tenu longtemps. Mais le why, c'est ce qu'il faut tenir. Et le why, il s'entretient aussi en partageant, en tant que toi, fondateur, fondatrice, qu'est-ce que tu traverses. Tu vois, souvent, les équipes, je leur dis, écoutez, là, je fais une conférence, oh là, c'était la galère. En même temps, je vais leur dire que j'ai fait un super post LinkedIn, il a trop bien marché, vous en avez pensé quoi? Et encore une fois, je te rejoins sur le feedback, très important, autant chez les clients que moi dans mon équipe. Je leur demande toujours, ok, j'ai fait telle communication, vous pensez que ça vous a dérangé, ça vous a plu? Vous allez retrouver le why. En fait, je vais aussi chercher un peu de vision externe parce que moi, je suis toute seule dans ma tête. Mais je me rends peut-être pas compte des fois parce que ça peut être diffusé sur les équipes. Donc, le why, il y a beaucoup de feedback. Merci à vous deux. Merci. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner des infos un peu plus concrètes si c'est pas lié à la confidentialité? À quelle phase tu as fait ta levée, donc si série A, combien de pourcentage c'est possible et qu'est-ce que tu as dû amener comme preuve concrète pour lever? Donc je résume à quelle phase la levée de fonds, c'est quoi la différence entre seed, série A et j'ai oublié le dernier quoi. Ouais, du coup, il y avait une notion de confidentialité. Effectivement, tous les chiffres sont pas publics, mais je peux vous en donner quelques-uns ici. On a fait, en tout cas, cette première levée de fonds qui est donc un seed. Donc la différence entre seed et série A, série B, série C, c'est l'ordre principalement, c'est-à-dire qu'on commence par faire un seed, ensuite on arrive sur les prochaines séries. Et souvent, en fait, le seed, il permet de financer la phase un petit peu de concrétisation
d'automatisation et de pouvoir en fait avoir tous les outils, etc. pour scaler. Et la série A, ça veut dire que en fait, c'est déjà une boîte qui fonctionne et on va aller chercher plus loin d'un point de vue géographique ou d'expansion en fait, plus de manière globale. Donc nous, le seed qu'on a fait, puisque c'est donc notre première levée de fonds, on l'a fait au bout de 3 ans de boîte. Et en fait, 3 ans de boîte, ça veut un peu tout et rien dire. Nous, concrètement, c'était au moment où nos chiffres commençaient à être vraiment bons, c'est-à-dire qu'on était capable de montrer qu'on avait des clients qui restaient et que tout ça était en croissance, qu'il y avait de plus en plus de clients. Donc souvent, on parle des chiffres, voilà, des courbes comme ça là, qui montent de manière plus ou moins linéaire ou exponentielle, comme si ça allait faire pétiller les yeux des investisseurs. Évidemment, il faut une courbe qui soit plutôt montante, mais ce qui est surtout important quand on va chercher une levée de fonds, c'est de la stabilité, c'est de montrer en fait qu'on a déjà un petit peu fait ses preuves, peut-être qu'on s'est déjà trompé sur quelques axes de la manière dont on a essayé d'adresser le marché et que maintenant on a trouvé la bonne piste et peut-être avoir fait justement différents prototypes ou POC, donc Proof of Concept, pour montrer en tout cas que ça fonctionne. Et donc c'est plutôt un momentum entre en fait, j'arrive à montrer que la boîte fonctionne et qu'on grossit. Et en même temps, voilà, maintenant, j'ai un besoin en financement parce que si je veux continuer, il faut peut-être que moi je me paye et surtout, il faut peut-être que je recrute une équipe, du matériel, un entrepôt, ce genre de choses. Pour peut-être légèrement compléter avec juste une métaphore, si vous êtes à la pêche, je ne sais pas si ça parle beaucoup de personnes. J'ai jamais pêché de ma vie. C'est quand vous avez ferré le poisson, c'est pertinent. En gros, si vous êtes juste planté là avec votre canne à pêche, personne ne va venir vous aider à tirer. L'investisseur, il faut vraiment lui faire ressentir de j'ai ferré un poisson. Et c'est dans cette démarche-là qu'il faut arriver en disant en fait j'ai besoin d'aide pour tirer ça. Voilà, vous aide un peu mieux à comprendre. Si vous arrivez trop tôt, personne ne va vous aider à tirer un fil qui n'est pas tendu, quoi. Ah oui, attends, je me souviens juste de la fin de la question et c'était notamment sur les chiffres. Donc on a la dilution. Donc en fait, on parle souvent de levée de fonds avec le total au final que l'entreprise a réussi à lever. Mais dans ce total, donc nous par exemple sur les 1,7 million total que PimpUp a reçu, on n'a pas dilué la boîte de 1,7 million. En fait, il n'y a que 700 000 euros de ce qu'on appelle d'equity, donc en fait de réels investisseurs qui sont rentrés au capital de la boîte. Ensuite, le reste, ça s'appelle faire levier et c'est donc des prêts, des subventions et autres potentiels qui sont capables de financer. Et d'ailleurs, ces banques, ils vont financer lorsqu'il y a eu de l'equity. Et du coup, pour quelle part de la boîte ? Du coup, nous, on était déjà 2 avec Manon, donc on avait 50-50. Et donc, maintenant, on a dilué à peu près 30%, ce qui est souvent entre 20 et 30% pour la première levée. Je peux me permettre de compléter pour la vision anti-levée de fonds. Ouais, vas-y. Ça permet de compléter. Carrément. Avoir été que dans des boîtes qui refusaient catégoriquement de lever des fonds, qui du coup, ça m'a été un peu transmis. Du coup, quand j'ai monté ma boîte, moi j'ai refusé de lever des fonds pour plein de raisons. En dehors du fait que tu vois, je me mets à votre place, je me dis mais mon Dieu, des démarches administratives. Tout ce temps-là, moi je préfère le passer sur ma boîte, sur mon why, sur ma vision, sur aller chercher des clients, mais je comprends pourquoi et pourquoi dans certaines démarches il faut aller lever des fonds. Néanmoins, sachez que c'est aussi possible de monter une boîte et de ne pas avoir besoin d'aller chercher des millions et de pouvoir très bien s'en sortir, de pouvoir se payer, d'avoir une boîte rentable très rapidement. Je prends l'exemple de OneIT parce que c'est le plus gros que j'ai vu. Ils font 10 millions de chiffre d'affaires par an, ils sont autofinancés. Ils n'ont jamais besoin en tout cas d'aller chercher des fonds. Et en tout cas, c'est tout ce que je peux vous souhaiter parce que, en tout cas pour ma part, j'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne me dire comment gérer ma boîte. Je pense que moi je ne supporterai pas. C'est ma vision, c'est ma boîte et tu vas me dire quoi faire. Et c'est ce qui m'a donné la chance en tout cas de ne pas avoir besoin de lever des fonds, c'est d'avoir pris la parole à un moment donné sur les réseaux sociaux. Je sais que ça peut faire super cliché comme phrase, mais en fait en donnant accès à mes coulisses et aussi à qui j'étais, à ce que je faisais, j'ai aussi sensibilisé les gens à ma marque, à mon produit, à qui j'étais. Et donc j'ai attiré les bons clients au bon moment et je me suis donné une traction assez folle, parce que le créer du contenu, encore une fois, c'est pas payant, mais c'est du temps.
Néanmoins, quand ça prend, bah, la visibilité, elle est exponentielle, même très différente du SEO. Super, merci. C'est tout un sujet, levée de fonds, pas levée de fonds, peut-être à aborder lors d'une prochaine conférence. Mais voilà, vous avez déjà un petit aperçu. Je vois qu'il y avait une question ici depuis tout à l'heure. Oui, alors moi, c'était... Juste derrière. On va y arriver. C'est à chaque fois que je montre comme ça, il n'y a personne. Juste avant de poser ma question, déjà un grand bravo parce que juste pour un retour, pas envie de prendre de Doliprane, donc c'était vraiment très clair. Maintenant, du coup, par rapport au SEO, donc plus vers Amandine, on a beaucoup parlé de référencement, notamment avec Google. Comment marche le SEO auprès de LinkedIn? Une personne qui aujourd'hui veut se lancer sur LinkedIn, qui va devoir adopter ce mode de poster, comment en fait elle peut utiliser le SEO avec LinkedIn pour optimiser ses performances? Très bonne question. Je pense qu'il me faudrait une petite heure ou deux. Pour te répondre de manière la plus efficace, effectivement, LinkedIn, en dehors d'avoir des règles d'algorithmes de réseaux sociaux, donc comme Instagram, c'est ça qu'il faut capter. Il faut que tu captes déjà que c'est quoi les règles, les codes de LinkedIn qui sont similaires à ceux d'Insta, mais en même temps, tu parles au B2B. Par contre, un point que tu soulèves qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une barre de recherche, on peut faire du référencement. On peut faire du référencement sur YouTube, moi je fais même du référencement sur Airbnb, enfin bref, dès qu'il y a une barre de recherche, tu peux faire du SEO. Et donc là, l'idée c'est pas d'aller utiliser des hashtags, puisque sur LinkedIn, les hashtags ça ne marche plus du tout depuis très longtemps, contrairement à Instagram. Néanmoins, il faut, encore une fois, placer certains mots-clés dans ton contenu. Et là, on va revenir à quelques part. J'aime beaucoup faire le parallèle entre LinkedIn et le référencement, donc notamment le référencement Google. Est-ce que je vais considérer mes posts LinkedIn exactement comme quand je vais écrire un article de blog? C'est des gens qui me lisent. En même temps, j'ai quelques mots-clés à placer pour qu'on comprenne de quoi je parle, mais je parle à des gens. Donc il faut que je fasse l'équilibre entre les deux, entre être pertinent et en même temps placer des mots-clés. La difficulté que tu vas rencontrer sur LinkedIn, c'est qu'il y a quand même, c'est comme se faire sur une classe sur Instagram aujourd'hui. Il y a du monde. Et en dehors des critères de référencement, c'est qu'il y a des critères d'algo et de place qui sont assez élevés. Mais si je te donne un conseil, c'est, en tout cas moi, les gens que je vais lire sur LinkedIn, c'est pas les gens qui vont me parler de chiffres, c'est pas les gens qui vont me balancer plein d'infos bullshit, c'est plutôt des gens qui vont me parler de leur authenticité, leur coulisses, de qui ils sont, mais sans me vendre. Par exemple, j'ai fait 10 vidéos en 3 mois. Je t'explique comment. Voilà. Ça, je teste. Personne n'a envie de dire ça, et c'est pareil dans tes articles SEO, je fais le parallèle, personne n'a envie de voir des infos bullshit comme ça. Donc, le point que tu soulèves, il est intéressant, c'est que sur chaque endroit où il y a une barre de recherche, tu peux faire du référencement, et les principes que j'ai parlé tout à l'heure sont à peu près les mêmes. Tu as la régularité, tu as un profil accessible, tu as du contenu, tu as du carburant, et tu as cette espèce de lien de confiance. Sur LinkedIn, on en parle beaucoup, mais ce qui marche, c'est un réseau de gens, du coup, publier avec sa page entreprise, déjà vous oubliez, s'il vous plaît, c'est un oubli, personne n'a envie de lire des boss de votre boîte, et personne ne publie avec une page entreprise, enfin, encore certains, à mon plus grand désarroi, mais enfin, c'est un réseau de gens, donc parle à des gens, s'ils viennent commenter chez toi, il faut que tu ailles commenter chez eux aussi, enfin, c'est un échange, quoi. C'est intéressant. Si toi, tu veux qu'on s'intéresse à ton contenu, le premier job que tu dois faire sur LinkedIn, c'est de t'intéresser au contenu des autres. C'est le meilleur conseil que je pourrais te donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait une question par devant, je crois, non? Ouais, c'était bon. Ouais. Tiens, donc je fais bien. C'est une question qui s'adresse à vous trois, du coup, en tant que chef et chef d'entreprise. Au niveau du statut juridique, quel type est-ce que vous avez adopté, si jamais vous connaissez, et pourquoi notamment? Et surtout, est-ce que vous avez délégué ces tâches, notamment à des startups ou autres comme Legal Press, ou est-ce que vous avez fait les choses vous-même? C'est peut-être toi la meilleure personne pour répondre. Ceci n'est pas un conseil juridique pour démarrer. Prenez conseil auprès d'un avocat ou directement d'un expert comptable. Si vous voulez juste un rendez-vous, ça coûte moins cher que de voir l'avocat pour démarrer. Globalement, créer une société en France, c'est relativement compliqué, mais ça l'est moins, notamment à des solutions en ligne comme LegalPace, LegalStart, qui vous permettent pour 300, 400, 500 euros avec Conto, pouvoir déposer une société. Il y a différents types de sociétés qui existent. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. En start-up, il est d'usage de faire ce qu'on appelle une société par action simplifiée, une SAS. Pourquoi ? Parce qu'on a la possibilité de personnaliser ce qu'on appelle les statuts, c'est-à-dire les grandes règles de la start-up, la grande règle de la société. Si vous faites une SARL comme le boulanger par exemple, les statuts sont fixés par la loi
et renseignez-vous un peu plus que ce que je suis en train de vous balancer. Le statut d'une SAS, vous pouvez écrire à peu près les mécanismes de gouvernance que vous voulez. Et ça intéresse les startups parce que les startups, il y a un cofondeur qui vient, un cofondeur qui se tire, il y a tout d'un coup un nouvel investisseur, un investisseur qui revend, il y a différentes catégories d'actionnaires dans votre boîte. Il y en a, on veut bien avoir leur décision stratégique, il y en a d'autres, on ne peut pas leur donner de pouvoir. Et du coup, il faut personnaliser les mécanismes de gouvernance. Il faut mettre en place tout un tas de choses. Par exemple, admettons, avec votre meilleur ami, vous lancez la méga startup, 6 mois plus tard, avec quelqu'un que vous connaissez ni d'elle ni d'Adam, trop fort. La personne, vous avez super envie de la faire rentrer sur votre startup, mais vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous allez pouvoir mettre en place, par exemple, un mécanisme qu'on appelle de vesting, en fait. C'est quelque chose que vous pouvez définir, notamment grâce à une SAS, en fait, de dire que tous les 6 mois que la personne est là, elle va récupérer une portion des actions qu'elle est censée obtenir. Donc admettons que vous fassiez une boîte à 3 et vous êtes rejoint un peu tard par la troisième personne, vous pouvez dire tous les 6 mois, cette troisième personne reçoit une fraction de ce qu'elle aura à terme. Vous pouvez également mettre en place des clauses comme des clauses de bad giver, mauvais quittant. Si vous lancez une aventure avec un super copain, puis la personne elle s'en va en cours de route et que la personne elle possède la moitié de votre société, c'est très embêtant parce que la moitié de votre capital ne sert à rien, c'est ce qu'on appelle du dead equity. Et dans ce cas-là, bonjour pour faire venir par exemple un nouvel associé si la moitié de votre société est possédée par quelqu'un qui s'est tiré à l'autre bout du monde et qui ne bosse plus sur votre projet. Donc on peut mettre une clause qui dit si tu t'en vas avant 5 ans à la fin du projet, tu me revends tes actions pour 1 euro. Voilà, ça on ne peut pas le faire sur ce type de truc. Donc généralement les startups créent des SAS, les boîtes qui doivent lever des fonds créent des SAS, et dès qu'on doit avoir des mécanismes de gouvernance un petit peu personnalisés, on crée des SAS. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment à compléter. Nous, on est une SAS, tout ce qui est le plus classique. Alors, je suis pas comptable, donc je pourrais pas te conseiller ça. Le seul truc que je peux te conseiller, c'est que tu prends un doc, tu notes un peu tout ce que tu voudrais faire avec ta boîte. Même dans l'idéal, à 5 ans. Tenter plus grand, en vrai. Et si tu veux monter une boîte avec quelqu'un, tu prends un doc, tu écris 3 questions. Première, c'est quelle est notre vision et notre intention derrière cette boîte, la version de chacun. Qu'est-ce qu'on fait si toi tu deviens un connard? Qu'est-ce qu'on fait si l'autre devient un connard? Et comme ça, déjà, ça devrait couvrir à peu près 90% de tes emmerdes. Tu vas avoir un comptable, parce que c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Tu dis ça c'est mon projet et voilà un peu ce que je voudrais faire. Et la forme juridique, te prends pas la tête dessus. Ce sera plus à lui de se prendre la tête dessus, ton cas comptable. Et vraiment passe à autre chose, pense plutôt ok, je veux m'associer soit avec quelqu'un, on pense tout de suite au cas de si on se fait chier un jour, tous les deux. Comme ça, hop, le contrat est posé et tu t'enlèves ça de la tête. Et tu t'es protégé, toi et ta future associée si jamais. Et si tu es tout seul, pose ton intention et tout ce que tu voudrais faire avec ta boîte. Et tu vas avec ce doc et tu fais ton comptable et je pense, éviter 90% des démarches chiantes. Ouais, j'allais rajouter un truc, mais vas-y. Tiens, vas-y, complète. Ouais, je voulais juste, pour compléter donc, le document dont tu parles, où on se dit en gros qu'est-ce qui se passe si c'est la merde, ça s'appelle concrètement un pacte d'associés, et c'est un document qui est reconnu. C'est-à-dire que si vraiment il se passe une problématique, en fait vous pouvez aller devant la loi, dire en fait on avait signé ce document ensemble, donc en fait on était d'accord sur ça, et donc c'est valable, je le fais valoir aujourd'hui, et ça me laisse une porte ouverte pour parler de l'association. C'est souvent un gros sujet, et du coup pour ma petite expérience personnelle, j'ai l'honneur d'avoir mon associé dans la salle aujourd'hui. Ça n'arrive pas tous les jours parce qu'on n'est pas dans la même ville, du coup elle est à Marseille, mais c'est surtout quand vous vous associez avec quelqu'un, encore une fois, soyez vous-même. Ça ressemble beaucoup à un mariage. C'est quand même une personne avec qui vous allez passer vraiment beaucoup de temps, avec laquelle vous allez avoir des sujets qui sont pas forcément simples. Quelquefois, il faut justement résoudre des sujets compliqués assez rapidement. Donc, on n'a pas vraiment le temps de mettre la forme, pas forcément le temps de relire 4 fois ce qu'on a envie de lui dire pour pas que la personne le prenne mal. C'est aussi un super accélérateur de relations et d'apprentissage comment communiquer. Donc, moi, je conseille à tous de vous associer, mais si vous voulez pas vous associer et que vous êtes bien tout seul, ne vous associez pas. Parce que c'est vraiment 2 écoles très différentes, et ce qui est le plus important, c'est votre perception. Donc les autres auront beau dire tout ce qu'ils veulent, voilà, c'est votre perception qui compte. Super, merci. Globalement, à propos, entre utiliser une plateforme pour créer sa société ou passer par un comptable, un cabinet,
Faites-vous recommander peut-être un cabinet, c'est toujours mieux, effectivement, surtout si vous vous associez, même si c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires de couples. J'ai eu 2 couples associés se fracasser la tête. C'est pas mal. Donc niveau confiance, je peux dire que ça peut être super élevé. Même si c'est votre meilleur pote, même si c'est votre meilleure copine, même si vous êtes en couple avec, le sujet du pacte d'associés dont on parlait juste avant est extrêmement important. Et si vous vous associez, j'aurais vraiment toujours tendance à privilégier de passer par un cabinet comptable pour la simple et bonne raison que non seulement il va falloir créer la société qui va coûter en cabinet entre 1600 et 3000 euros, en gros à la louche. Sur les plateformes, ça va coûter 500, 800 euros. Mais l'avantage, c'est que vous êtes immédiatement suivi par un cabinet et en fait, ça sert à rien juste de déposer une société et de la laisser comme ça. Vous allez avoir des problèmes s'il y a le cabinet qui gère tout, parce qu'il y a vraiment de multiples aspects de l'administratif, notamment, truc bête, mais les fiches de paye. Généralement, les cabinets extra-comptables ont également un pôle social qui s'occupe des fiches de paye et des contrats, et ça, vous en avez besoin. Vous n'allez pas passer votre vie à réinventer la roue à chaque fois. Faites-vous accompagner par un bon cabinet. Voilà. Après, si vous êtes seul, vous êtes en micro-entreprise, si vous faites 2 fois plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, tant mieux pour vous, créez une SASU, vous embêtez pas, très bien, de toute façon, vous aurez les sous. Vous aurez toujours les moyens à la hauteur des problèmes que vous rencontrez. Monsieur. On va prendre encore quelques questions si vous voulez, encore une ou deux, et puis ensuite on va certainement. Le monsieur à qui j'ai fait une fausse promesse tout à l'heure. Oui, alors on a souvent des retours, mais plutôt américains, des aventures pour lever des fonds. Est-ce que vous pourriez nous raconter la vôtre? Parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe parfois sur un territoire, si c'est différent. Ouais, alors vous avez encore 1 heure. Non, en fait, ça peut être très long à expliquer, mais j'ai pas voulu faire la présentation dessus parce que c'est quand même assez pessimiste. C'est-à-dire que lever des fonds, il faut s'accrocher. Je saurais pas dire combien d'investes on a vu au total, combien on a rencontré, mais c'est vraiment un marathon. Souvent, on a l'impression qu'on va faire un sprint, et d'ailleurs, quand on lève des fonds, on se détache de sa boîte, comme l'a justement dit Amandine tout à l'heure. Elle préfère mettre son énergie sur sa boîte plutôt que sur une levée de fonds. Ça prend du temps et ça prend de l'espace mental. C'est une charge mentale aussi, parce que souvent, on a un peu une histoire de timing. Si on lève pas avant telle date, en fait, clairement, on peut plus payer les gens dans sa boîte. Donc, il y a beaucoup de stress associé à la levée de fonds en général. Nous, comment ça s'est passé? Quand on est arrivé au BIC, donc l'incubateur de la région dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on a dit qu'on voulait lever des fonds, notre chargée d'affaires, elle nous a mis un gros stop et elle nous a dit « Olé, qu'est-ce que vous voulez faire? D'abord, expliquez-moi, et après on voit comment on lève des fonds. » Bon, concrètement, on lui a raconté tout ce que je vous ai raconté là, et en fait, surtout, après, on a passé beaucoup de temps à créer un document, un pitch deck, qui permet donc de montrer notamment les fameux chiffres qui montrent que tout va bien, mais aussi un peu la forme, quelle énergie il y a dans la boîte à travers des slides que des gens vont lire sans vous. Donc, c'est pas si facile que ça de transmettre son énergie à travers des slides. Donc, je sais pas, je crois qu'on a fait 18 versions de pitch deck. Ça nous a pris, je pense, plus d'1 an entre le premier pitch deck qu'on a fait et le dernier qui a aussi été itéré jusqu'au bout. Donc il y a cette idée de vraiment prendre le temps de la préparation. Nous, on a dû prendre 1 an de pitch deck, mais aussi pendant cette année-là, on a rencontré des entrepreneurs qui avaient fait des levées de fonds. On s'est renseigné sur quels sont les fonds qui pourraient nous accompagner ou non. Est-ce qu'on a envie d'aller chercher des fonds d'investissement ou des investisseurs plus business angel? Si vous voulez lever plus d'1 million d'euros, il faut aller voir des fonds. Globalement, les fonds vont être plus exigeants, donc ça va être typiquement eux qui vont être plus regardants et vouloir prendre un peu des décisions à votre place. Les investisseurs privés, ils ont moins de temps et c'est pas leur métier que d'être investisseurs sur votre boîte spécifiquement, donc ils vont être un peu plus relâches, et souvent, comme vous les avez rencontrés, c'est eux en tant que personnes qui ont investi dans votre boîte, c'est la personne que vous avez rencontrée, et donc a priori il y a aussi un fit humain qui fait que c'est plus facile de communiquer avec des investisseurs.
investisseurs privés qu'avec des fonds. Mais encore tout ça, je vous le dis parce que je l'ai appris à travers d'autres entrepreneurs, parce que nous, on n'a pas de fonds d'investissement qui ont investi, on n'a que des investisseurs privés. Et du coup, ça s'est passé concrètement à partir du moment où on a eu notre premier investisseur privé qui nous a dit ok, moi j'ai envie de me mettre à la table. Donc souvent, quand ça se passe comme ça, en fait, on attend d'avoir tout le monde, donc combler le besoin en financement avant de vraiment concrètement recevoir les sous sur le compte de la boîte. Donc à partir du moment où on en a un premier qui a dit moi je suis ok, donc recontactez-moi quand vous avez fait le tour de table. Faut se dépêcher parce qu'en fait lui il peut investir ailleurs et puis au final quand vous lui dites ah au fait c'est bon j'ai récupéré tout le monde, bah lui là bah en fait moi j'ai plus les sous, j'ai investi dans d'autres boîtes en attendant. Donc il y a une espèce de timing et en même temps il y a vraiment un truc rassurant pour les investisseurs quand il y en a déjà un qui a dit oui, parce que c'est quand même fastidieux pour les invests d'aller éplucher tous les business plans, pitch deck et autres documents associés à la levée de fonds. Donc finalement quand il y en a un qui a déjà dit moi je suis partant pour mettre dans cette boîte, souvent c'est que on peut faire confiance en fait à cette personne qu'on connaît déjà, parce que souvent les réseaux notamment d'investisseurs privés ils se connaissent et les fonds ils parlent énormément entre eux, donc c'est aussi comme ça que ça se fait. Et donc au total, entre le moment où on a dit qu'on voulait lever des fonds et le moment où on a eu les fonds sur le compte, il y a eu je pense 2 ans, dont 1 an de préparation et 1 an de recherche, de tester, d'abord lancer au bout de... pour la petite histoire, parce que ça me revient au fur et à mesure, au bout de 6 mois où on avait préparé, on se dit ok c'est bon maintenant on est prête, on y va, on appelle ça aller en roadshow, du coup on a commencé à pitcher devant des investisseurs etc. pendant plusieurs mois, donc je sais plus exactement mais je dirais à peu près 4-6 mois, et après on s'est dit non mais en fait on n'est pas prête, avec aussi les retours des investisseurs qu'on a eu qui nous ont dit moi j'investis pas parce que XY. On a pu justement rassurer sur les chiffres dont ils avaient besoin, peut-être mieux définir notre pitch deck et que ça nous représente plus et plus la proposition de valeur dont Amandine parlait, aussi plus peaufiner cet aspect-là pour 6 mois plus tard revenir et à ce moment-là concrétiser. Voilà. Merci. Et pour compléter en 3 phrases, on va généralement se cracher auprès des investisseurs dans notre B tiers. En gros, ce qui est intéressant, c'est de se mettre les top invests avec qui on adorerait travailler, peut-être les garder pour un petit peu plus tard. On va se crash tester, avoir de retour peut-être d'investisseurs qu'on a moins la priorité d'avoir avec nous. Je pense que le fit humain est extrêmement important sur plein d'autres rencontres qu'on a en levée de fonds. J'ai l'impression que dans la culture américaine ça va très dans le vite, l'attraction pour l'attraction, et ils prennent des décisions généralement en assez peu de temps, même les VC. On parle de BA, de VC sont des fonds d'investissement. En France, ils font des chèques de quelques centaines de milliers d'euros. Les BA, c'est Business Angels, ce sont des particuliers qui font des chèques de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà. Comme ça, vous avez l'ordre de grandeur. Et on ne fait pas appel à tel ou tel type d'investisseur en fonction du stade où on en est. Mais voilà, c'est pour un petit peu compléter, que vous ayez quelques éléments de contexte. On va prendre une toute dernière question, je suis désolé parce qu'on a déjà dépassé 20 heures. La personne qui serait libre, ouais, j'en ai 2. Si elles sont courtes, peut-être qu'on pourra faire les 2. Moi c'est pour Amandine, c'est rapide. 2 questions sur les backlinks. La première, c'est si demain on a des sites comme Wallaxy qui font 1 million, 2 millions, 3 millions de visiteurs et qui mettent leur lien sur la plateforme, quelles conséquences concrètes on a, et ensuite à combien on peut vendre un backlink de Wallaxy sur un autre site. D'accord, donc si Wallaxy, le site de Wallaxy met un backlink vers ta startup, combien ça coûte et qu'est-ce que ça peut apporter? Une question. Il y a beaucoup de choses que je pourrais pas dire pour des raisons de confidentialité, mais un backlink sur un site de type Wallaxy à l'achat, où tu voudrais que Wallaxy parle de toi. Pour te donner un exemple, qui est un site qui s'appelle le blog du modérateur, je peux le connaître, qui a à peu près les mêmes puissances SEO, c'est entre 12 et 13 000 euros le lien. Qu'est-ce que ça t'apporte? Un grand coup de confiance de la part de Google, néanmoins. Il faut que ce soit bien fait, parce que si Google détecte que c'est un peu trop abusé, tu peux avoir payé 13 000 euros pour rien.
Voilà, donc sur le sujet des backlinks, c'est très sensible en SEO. Il y a le sujet de est-ce que c'est OK d'en acheter, pas OK. On peut en acheter, on peut le faire bien, mais à un moment, il faut se faire accompagner, puisqu'il y a beaucoup de risques à en acheter et en acheter mal. Voilà. On avait une dernière question ici. Oui, j'ai une question pour Amandine. Par rapport au SEO, tu dis qu'il faut poster, enfin faire du contenu régulièrement. Et du coup, le volume de contenu qui doit être fait, par exemple, sur une semaine, ce serait... Pour démarrer, je te conseille, on parle du principe que tu as ton site internet, que tu as fait au moins ta bonne base, au moins un article par semaine, au minimum. Si tu n'as pas la possibilité de faire des articles parce que tu es sur une typologie de site où il n'y a pas de blog, dans ce cas-là, je vais te recommander de créer au moins une page par mois et mettre au moins à jour une fois par semaine une de tes pages. Quand je dis mettre à jour, c'est que tu vas rajouter du contenu, tu mets à jour les infos, et essayer aussi de voir si tu peux l'améliorer en termes de SEO, mais aussi en termes de contenu pour l'utilisateur. À peu près en termes de quota. Merci Amandine, merci Anaïs, merci à vous toutes et tous. Merci.